moderne avec la tablette. Oh là là. Minitel, là, tu m'étonnes que j'arrive plus à lire après. Alors, mamie. Pas oublier des choses. Si je les oublie, c'est pas. Ils auraient pu me dire aller marine quand même. Ouais, mais il connaît pas beaucoup. C'est un ouf qui est là-bas. Voilà, c'est ça. C'est un vieux pote de 20 ans qui bossait chez Bouygues Télécom à l'époque. En vrai, de toute façon, Qui est complètement taré. Voilà, ça c'est mon collègue Alexandre qui veut lancer des ballons. On va être bien. Ok, on peut commencer. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier atelier de l'après-midi. On va parler recyclage, allongement de durée de vie des produits. Et on a avec nous 3 spécialistes en la matière. On a Marine, qui travaille chez Bouygues Télécom. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et puis donner un petit peu de contexte, s'il te plaît? Donc Marine Héricourt, donc moi je travaille chez Bouygues Télécom en tant que responsable environnement à la direction RSE et donc mon rôle est vraiment de porter toute la stratégie environnementale pour notamment réduire l'empreinte de Bouygues Télécom. Théo, même exercice, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Théo, je suis directeur du développement pour WeFound, qui est une association. Et très rapidement, WeFound, c'est à la fois la lutte contre le gaspillage électronique et contre l'exclusion numérique. Et j'aurai sûrement l'occasion de vous en dire un peu plus juste après. Merci Théo. Julien, bonjour, local de l'étape. Pareil, est-ce que tu peux te présenter et puis peut-être nous donner un petit peu de contexte aussi, contexte environnemental, réglementaire, enfin quelques petits éléments comme ça. Avec plaisir, bonjour à tout le monde. Julien Maranon, donc moi je suis le dirigeant d'Ecomicro, qui est une PME de l'économie sociale et solidaire qui depuis, on se fait vieux, presque 30 ans maintenant, exerce un métier de collecte, de reconditionnement et de recyclage de tout ce qu'on appelle les matériels électroniques en fin d'utilisation et surtout les D3E, les déchets d'équipement électrique et électronique. Donc Christophe, c'est un peu là-dessus que je vais préciser. Effectivement, il y a un sujet environnemental hyper fort avec les produits électroniques et la question de leur allongement du cycle de vie, tout simplement parce que l'impact majeur, c'est lorsqu'on fabrique. On commence tous à le savoir, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir tendance à l'oublier et fabriquer un PC portable, ça coûte à peu près à la planète 800 kg de ressources naturelles pour que l'appareil fasse à la fin 1,5 kg ou 2 kg et à peu près 1 millier de litres d'eau pour le process de fabrication. Donc c'est tout ça aussi qui se cache derrière nos métiers. Quand tu dis tu fais ça depuis 30 ans, tu as commencé très jeune. Alors on rentre dans l'intime. Mes parents ont fondé la boîte et je dois confier quand même que quand je sortais du collège à 11 ans, j'allais faire mes devoirs à côté de Fred à l'époque, qui était l'opérateur en insertion, qui démontait les PC. Donc c'est presque vrai. Merci Julien. On va commencer avec toi Marine. Est-ce que tu peux nous parler de chez Bouygues Télécom, quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on fait de l'environnement, enfin comment on s'approprie ce sujet-là? Donc Bouygues Télécom est engagé dans une stratégie environnementale maintenant depuis quand même plusieurs années. Stratégie qui a été très récemment en plus renforcée, lundi en fait, typiquement, avec un partenariat assez inédit, tripartite, notamment sur la partie sociétale avec un partenariat avec la Voix de l'enfant et sur le plan environnemental avec le WWF qui va notamment nous accompagner sur la thématique de la ressource naturelle et de la biodiversité. Donc ça vient renforcer en fait en tout cas l'engagement de Bouygues Télécom de travailler sur une politique et une stratégie ambitieuse et notamment sur cette partie environnementale. Et donc on va travailler l'aspect du climat avec la réduction des gaz à effet de serre, tout ce qui est autour de l'épuisement des ressources naturelles puisque c'est aussi un enjeu majeur, mais aussi pour réduire toute notre empreinte en fait sur la biodiversité dans nos activités. Quand on parle du numérique, on parle beaucoup de son impact. Alors souvent, on résume ça à l'énergie, qui est un gros pôle de consommation pour le numérique de fait de son existence. Mais c'est quoi l'impact du numérique dans le numérique? C'est quoi l'impact du numérique concrètement? Il y a d'autres impacts que l'énergie? Donc, ça reprend un petit peu les propos que tu venais de partager, mais le numérique, concrètement, le plus gros de l'impact est vraiment porté par la fabrication des équipements. Et donc,
que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation de matières premières, en termes de consommation d'eau, etc. Mais même aussi tout ce qui est impact sur la biodiversité, puisque pour extraire toutes ces ressources naturelles, on vient en tout cas dégrader des milieux naturels et donc avoir un impact sur la biodiversité. Et donc c'est ici que va rentrer en fait un élément ou en tout cas un levier assez majeur pour agir sur cet impact qui est l'économie circulaire, puisque, et notamment l'un des piliers qui est l'allongement de la durée de vie, puisque voilà, on a fabriqué l'équipement, on a eu un impact, et donc là typiquement on va se dire comment on va prolonger au maximum du possible la durée de vie de ce produit dans le temps. Et du coup, un peu, on va dire, amortir tous les effets qu'on a eu au moment de la fabrication en le prolongeant au maximum du possible. Alors juste avant que tu rentres dans le détail de l'allongement de la durée de vie du produit, messieurs, vous êtes donc des acteurs de cette économie circulaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. Est-ce que c'est bien ça que vous faites? Oui, ouais, c'est exactement ça. À partir du moment où on prend quelque chose qui est déjà existant pour aller lui donner une seconde, voire une troisième ou une quatrième vie, et qu'en tout cas on gère la fin de cycle, je pense qu'on peut dire qu'on fait partie de l'économie circulaire. Oui, et pour compléter, si on cite la hiérarchie des modes de traitement que préconise l'ADEME, qui est l'Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie, on est bien sur la prévention, la réparation, le réemploi, puis le recyclage. Donc nos business models, nos métiers sont vraiment organisés pour réduire cet impact-là. Merci. Donc Marine, je te rends la parole. Est-ce que tu peux nous parler de l'allongement de la durée de vie des produits chez Bouygues Télécom et comment ça se matérialise chez nous? Oui. Donc chez Bouygues Télécom, on travaille sur deux grands périmètres, puisqu'on va avoir tous les équipements qu'on va venir exploiter en fait au quotidien dans nos opérations propres, mais on va avoir aussi également tous les équipements qu'on va venir mettre à disposition de nos clients ou même complètement leur vendre. Et donc selon en fait si on va avoir la main sur le produit, est-ce qu'on est concepteur, est-ce qu'on va être propriétaire de l'équipement, est-ce qu'on va être locataire, est-ce qu'on va l'exploiter, est-ce qu'on va le vendre, on ne va pas avoir les mêmes leviers pour travailler l'allongement de la durée de vie. Donc si je donne aussi un autre point important sur ce sujet, il y a un élément qui est clé pour travailler sur cette thématique, c'est comment on engage notre écosystème. Puisque sans démarche fournisseur, sans les embarquer avec nous, ça va être difficile en fait de travailler sur la durée de vie de nos produits, mais également nos clients, puisqu'on peut leur mettre à disposition des tas de services et d'offres et de produits, mais si le client n'est pas assez sensibilisé sur l'achat du reconditionné par exemple, ou sur la réparation, ou sur l'impact de son mobile, on ne va pas réussir à transformer l'action sur le terrain. Et donc, chez Bouygues Télécom, on travaille bien sur ces deux sujets-là, puisque c'est là qu'on va avoir un effet de masse et qu'on va travailler nos deux périmètres. Alors, je te coupe un instant. Oui. Tu parlais de clients. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit une évolution de la consommation de nos clients? Est-ce qu'on achète plus de reconditionnés, je parle en termes de téléphone par exemple? Alors, on voit quand même une évolution, en tout cas depuis que je travaille chez Bouygues Télécom, une évolution. Après, le sujet du mobile est un sujet un petit peu spécifique, puisque au-delà de l'environnement, on peut imaginer que le client peut avoir parfois un peu des craintes quand il achète un téléphone reconditionné sur divers sujets. Est-ce qu'il va être garanti? Est-ce qu'il va vivre assez longtemps? Lui-même, quand on lui demande de nous rapporter son téléphone, est-ce qu'on peut lui assurer que tout est OK pour ses données? Donc ça, bon, là, on sort du sujet de l'environnement, mais il faut le rassurer. Donc on voit quand même qu'en faisant de la pédagogie, on arrive à le transformer, de l'embarquer sur répare plutôt que de racheter tout de suite un neuf si on est capable de le réparer, achète un reconditionné et c'est pas de l'occasion, c'est-à-dire que je peux te garantir que c'est passé dans un très bon circuit, que tu as une garantie comme un neuf et que fais-moi confiance, prends-le. Donc c'est un travail sur du long cours, on va dire, mais ça commence on va dire, à changer et à avoir une conscience écologique. Après, malheureusement, il y a des sujets plus marché, on va dire, en termes de pouvoir d'achat qui parfois reviennent et reprend le dessus, puisque ça reste comme le driver numéro 1 pour nos clients. Donc c'est comment on va allier le pouvoir d'achat du client et aussi son engagement sur le plan environnemental. Mais voilà, il faut continuer de le sensibiliser et de l'embarquer et de faire de la pédagogie. Ok, il y a une box devant toi, c'est pas pour rien qu'on l'a mise là. Est-ce que tu peux nous illustrer un exemple concret à travers cette box, par exemple, de ce que c'est l'éco-conception ou ces choses-là? Donc là, c'est typiquement un cas produit où Bouygues Télécom est concepteur. C'est un produit qui est à sa marque. Donc on n'est pas le fabricant, on passe par un fournisseur. Donc là, il y a un enjeu de l'embarquer aussi dès le moment de la conception pour concevoir un produit qui
par ses matières, par sa démontabilité, par des tas de choses au niveau du produit, hardware, etc., on intègre en fait la durée de vie dès le moment de la conception. Puisque si je veux, au moment de son exploitation, facilement la démonter, il faut que j'évite la colle, il faut que j'évite des tas de vis partout qui font que ça va être une catastrophe à démonter pour réparer. Je vais éviter des textures trop lisses qui vont se rayer constamment et je vais devoir absolument à chaque fois changer tout mon casing à chaque fois que je vais vouloir la refurbisher. Tu viens de dire quoi? Casing? Casing, excusez-moi, la coque en plastique qui vient prendre, enfin voilà, qui est autour du produit. La couleur aussi, ça a un impact important. On évite le blanc maintenant, puisque au fur et à mesure que le produit chauffe, ça jaunit. Et donc, pareil, il faut venir rechanger la coque en plastique. Et donc, c'est tout ça qu'il faut imaginer dès le départ pour que, je puisse facilement allonger la durée de vie et que le process en tant que tel, je réduise aussi son impact en évitant de changer constamment des tas de pièces ou de casser des choses, etc. Et donc après, une fois qu'on a conçu un produit qui est, on va dire, en tout cas, travaillé pour durer, une fois qu'il rentre dans le circuit client, etc., et que, avec au fil des clients qu'il peut voir, on a tout un processus de remise à neuf. On récupère l'équipement, ça part chez un partenaire, on vient refaire une rénovation cosmétique, on la teste, pour qu'à la fin, on puisse la remettre chez un client et ainsi de suite jusqu'à ce que le produit ne réponde plus au marché ou en termes de technologie ou soit voilà. Et en dernier recours, on a aussi intégré toute la notion de recyclage dans la conception du produit. On évite les mélanges de matières, on évite les substances qui font que ça se recycle très mal. Typiquement, là aussi, la démontabilité est hyper importante pour bien séparer les diverses fractions. Donc, le point numéro 1, c'est vraiment, quand on a la main, c'est la partie éco-conception dès le départ pour intégrer tout le cycle de vie derrière et optimiser chaque phase en fait, de la vie du produit. Alors, Julien, je vais t'interpeller sur une discussion qu'on a eue l'an dernier sur justement ces fameux métaux. Combien de métaux on peut recycler? Alors, sachant que dans un téléphone, il peut y avoir jusqu'à 60 métaux, à peu près. Aujourd'hui, une fonderie classique, elle recycle combien de métaux? Alors, sous-entendu que la fonderie classique est à 1 milliard d'euros. Donc c'est une belle fonderie. Soit. Donc, tout ça pour aussi remettre dans le contexte que c'est vraiment un enjeu derrière de technique et technologique extrêmement compliqué de venir récupérer ces substances dans les composants. On dit souvent qu'il y a plusieurs dizaines effectivement de métaux dans la fabrication. Aujourd'hui, le max, à ma connaissance, c'est 12 qu'on peut récupérer. 12 sur 60. C'est la valeur marché, veut dire c'est le standard d'aujourd'hui, 12? Alors 12, c'est pour les usines les plus performantes. Une usine moins performante recycle combien de métaux? 2-3. Pour donner un ordre de grandeur de quels sont les métaux les plus importants en fait dans la fabrication, d'un point de vue quantité, c'est le cuivre. Dans une carte électronique, on peut considérer qu'il y a à peu près 20% de cuivre, ne serait-ce que pour faire toute la partie connectique et les câbles. Ensuite, les autres métaux qu'on va aller chercher, qui sont des métaux vraiment précieux ou critiques, c'est l'or, l'argent et le palladium. Ensuite, il y a le platine également, que sur certains composants très spécifiques comme l'aéronautique, il n'y en a pas forcément dans la box, à ma connaissance, au niveau platinoïde. Les autres métaux vont être des métaux stratégiques, mais en fait qui sont intégrés, mais c'est des traces. On est vraiment sur des choses qui sont absolument minimes. Et du coup, le coût pour aller récupérer ces traces est déjà faramineux. Et en plus, de toute façon, on est obligé de faire des arbitrages. C'est-à-dire que si on utilise tel processus chimique pour aller récupérer un métal qui est en grande quantité, il se peut que par action, il détruise celui qui a l'état de trace. Donc c'est un constat évidemment que nous, on appelle de nos voeux de pouvoir aller plus loin. Mais déjà, technologiquement, c'est déjà un sacré record de récupérer ces 12 métaux. Merci pour cette précision sur le recyclage des métaux qui me semble un élément majeur dans nos produits. Marine, tu as d'autres exemples que la box chez Bouygues Télécom ou d'autres exemples d'actions concrètes qu'on fait? Donc, au-delà des produits à notre marque, on va dire, où là on a une responsabilité assez forte, on a aussi comment on allonge la durée de vie de nos équipements sur notre réseau télécom. Où là, pour le coup, là, on n'est pas concepteur, on achète directement des produits tout prêts sur étagère à nos équipementiers. Donc là, c'est plutôt en termes de, au moment de l'exploitation, tout équipement qu'on peut venir démonter, comment on va maximiser leur réutilisation sur notre propre réseau. Donc la première fois qu'on a fait de la réutilisation, c'était en 2016, donc c'est quand même pas, ça fait quand même un certain temps qu'on est mobilisé sur le sujet. Mais donc du coup, il y a cet aspect réseau télécom en termes d'exploitation.
Et comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt après l'aspect des mobiles auprès de nos clients, puisque c'est quand même le produit phare d'un opérateur télécom, c'est les mobiles que l'on va vendre, et comment du coup on l'accompagne sur donc le reconditionné, sur la réparation de son mobile, et en dernier recours, comment on arrive à collecter en fait tous ces mobiles qui finissent dans des tiroirs au cas où, mais qu'on sait très bien qu'on ne s'en sert absolument jamais ou très peu. Comment on les collecte pour soit les remettre dans le circuit du reconditionné parce qu'ils ont encore une valeur, ils sont encore exploitables, utilisables, et vraiment si c'est vraiment plus possible ou c'est des très très vieux modèles, comment on les met sur les bonnes filières en fait de recyclage, puisque voilà, ça regorge de matières premières et de ressources à récupérer, pour récupérer donc toute cette valeur-là et les remettre en fait également sur le marché de l'économie circulaire, mais plutôt en termes de matière dans d'autres secteurs d'activité. Ça ne doit pas être évident de challenger des équipementiers dans la mesure où il y en a 3 à peu près dans le monde qui fournissent le matériel réseau télécom. Concernant les téléphones, on a des majors comme Apple, comme Samsung, etc. On arrive à faire bouger les choses? Alors on arrive, et ça sera typiquement l'objet de l'atelier juste après, donc je ne vais pas trop en parler, mais je vous invite à rester à la conférence d'après. Mais là, ce sont vraiment des équipements où on a besoin en fait de travailler avec nos fournisseurs. Souvent, ils sont très gros à l'international, et nous, on est un petit opérateur français, donc c'est pas toujours simple, mais on arrive au fur et à mesure de travailler avec eux, et on a lancé notre démarche fournisseur en 2021, donc depuis maintenant un temps, de les embarquer avec des questionnaires, avec des réunions stratégiques où on partage des enjeux communs, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que Bouygues Télécom qui a besoin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou de réduire ses pressions sur les ressources naturelles. Ils ont aussi ces enjeux-là, ils subissent les pressions de d'autres entreprises, donc in fine, on y arrive, on avance, et donc il faut pas lâcher, il faut continuer de les embarquer, mais c'est forcément beaucoup plus difficile que quand on a notre marque à poser dessus, où on a une responsabilité différente, mais on y arrive, mais c'est pas toujours simple. Merci Marine. Théo, comment est-ce que de ton côté, en termes de sourcing de produits, comment est-ce que tu motives, sensibilises les entreprises à te donner du matériel? Alors c'est une bonne question. Nous, en tant qu'association, on va jamais, j'allais dire très rarement, mais en réalité c'est jamais, racheter un parc informatique vétuste. Donc notre enjeu, c'est d'aller voir une entreprise et d'arriver à lui faire comprendre qu'elle a intérêt à nous sourcer ses produits. Donc l'argument, c'est d'utiliser le levier de la RSE, puisque en tant qu'association, l'objectif final, c'est d'avoir un impact social en plus de notre impact environnemental. Et cet outil de la RSE est un outil formidable pour aller sensibiliser les entreprises à se dire, OK, en fait, ce qui traîne dans mon placard aujourd'hui, ça me prend de la place, je ne sais pas quoi en faire. Ben, en fait aussi, c'est un enjeu pour et l'environnement et pour les gens qui vivent de l'autre côté du trottoir, en fait. Et du coup, enfin, voilà, c'est ce qu'on met un peu en place aussi, c'est de se dire, derrière économie circulaire, il y a aussi économie solidaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on prône. Et donc voilà, c'est ce qu'on met en avant pour essayer de sensibiliser un maximum les entreprises. Juste avant que tu nous dises où va le matériel après, Julien, ton sourcing, c'est à peu près la même chose? C'est du don principalement? Alors oui et non. Ça reste dans la philosophie très proche de ce que fait Théo. Nous, notre approche, elle est surtout sur la fin d'utilisation d'un parc global d'entreprises ou de collectivités. Il y a des choses qui sont fonctionnelles, il y a des choses qui sont plus fonctionnelles. En fait, on va chercher les obligations en fait, de producteurs de déchets que sont les professionnels, en leur disant qu'à travers notre activité, on va s'assurer de bien dépolluer et déconstruire tout ce qui est beaucoup trop vieux. Et par contre, on va prendre la responsabilité de trier pour réparer et réemployer ce qui peut encore gagner quelques années de durée de vie. Et je m'arrête là parce que sinon j'allais répondre à la suite. Et je complète en te disant simplement qu'on fait en revanche un petit peu de rachat de parc pour ce qui est récent. Si je devais dissocier notre action, ce qui a moins de 3-4 ans, là c'est du rachat de parc parce que c'est des matériels qui ont encore de la valeur. Ce qui a plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, là on est en plus avec une incertitude de fonctionnement, là on est sur du D3E et on est là sur du coût zéro. Ok, et on évoquera juste après, un peu plus tard avec Théo, le matériel encore plus ancien, avec souvent des licences obsolètes, avec du matériel qu'on ne peut pas forcément mettre à jour. Donc on va revenir dessus. Mais juste avant, Théo, il va où ton matériel? Qui ça concerne?
Ouais, je vais en parler, merci. Je peux juste rajouter un petit truc, je pense qu'il sera commun à tous les deux. Derrière le fait d'aller chercher les entreprises pour récupérer leur parc informatique, il y a pas mal de choses à démystifier et à simplifier, et notamment l'effacement sécurisé des données. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, ça marche pour le particulier, mais c'est également extrêmement vrai pour les entreprises. À partir du moment où il y a des données sensibles, elles sont extrêmement frileuses à dire bah, je vais vous donner mon parc informatique au risque que mes données fuitent. Il faut savoir qu'il existe plein de solutions pour effacer de manière sécurisée et ensuite certifier le fait que ça a été fait et donc rassurer complètement les entreprises. Et ça, je crois que ça marche pour tous les reconditionneurs. Voilà, je voulais juste préciser. Très bien. La question, c'était... C'était où est-ce que voilà, tu récupères le matériel, tu le remets en forme, etc. Et il va à qui après ce matériel? Ouais, effectivement. Donc nous, on destine pas le matériel qu'on récupère à la vente. On a pour objectif de lutter contre l'exclusion numérique. Alors, on dérive un petit peu sur le côté social, mais bon, c'est ma casquette, donc c'est important que j'en parle. En France, ça représente quand même 16 millions de personnes qui sont aujourd'hui exclues du numérique. Et parmi ces 16 millions de personnes, on parle aussi de personnes qui, par manque de moyens, n'ont pas accès à l'équipement. C'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, si on ne maîtrise pas l'outil informatique, malheureusement, on est exclu socialement, ça génère clairement une fracture sociale. Donc nous, au lieu de vendre, on inclut tout ce qu'on a reconditionné dans un programme d'accompagnement qui va aller du don d'équipement à la formation et à la maintenance. Et là, je rogne un petit peu sur des choses qu'on va se dire après, mais la maintenance chez nous, elle est extrêmement importante puisque quand on forme les gens à l'utilisation de l'outil informatique qu'on leur a donné, il faut qu'on les forme également à savoir le garder en vie le plus longtemps possible et en tout cas de savoir vers qui, quel professionnel s'orienter quand ils ont un problème plutôt qu'ils finissent soit à la poubelle, soit dans un placard. Ça nous permet d'avoir du visuel sur ce qui va se passer avec cet ordinateur, éventuellement le récupérer si l'utilité est arrivée à son terme et ensuite, encore une fois, le réemployer ou lui donner une fin de vie où on essaye de le recycler au maximum. Donc, si je résume, on a une utilité sociale pour réemployer ces matériels et c'est extrêmement important. Julien, même question. Tes produits ils arrivent chez toi, tu les reconditionnes, tu les retravailles, tu les remets en état. Il va où ce matériel après? Alors, principalement deux canaux. Il y en a un qui est évidemment là, alors évidemment parce que l'entreprise la revente. Donc on remet sur le marché, notamment les produits qu'on rachète en parc, on les remet sur le marché, donc on est vendeur de produits reconditionnés. Avec évidemment, comme on a une casquette d'entreprise sociale et solidaire, un accès important pour l'inclusion, donc le fait de mettre sur le marché des produits qui sont à des petits prix accessibles. Et on a en même temps une autre casquette de mécène, c'est-à-dire qu'on donne du matériel à partir de ce qu'on a collecté, réemployé et recertifié, plutôt sur le territoire. Donc on a des contrats spécifiques, on en a un avec par exemple Bordeaux Métropole qui nous permet de redistribuer chaque année à peu près 400 matériels à des bénéficiaires sur le territoire qui sont en reconversion, qui prennent une formation, qui ont voilà, un projet d'insertion hyper important, mais sans ce matériel par exemple, pas possible de faire une formation. Donc on a également avec la CAF, donc c'est à peu près 500-600 machines qu'on distribue comme ça sur le territoire de la métropole tous les ans. Bravo. Théo, tes partenaires, qui sont tes partenaires? Alors du coup, nous, je ne l'ai pas précisé, mais on est lyonnais. On travaille sur la métropole de Lyon. Donc on a à la fois des partenaires institutionnels publics, France Travail, la métropole de Lyon et la région. Au passage, ils font un travail formidable, notamment la métropole de Lyon, pour travailler sur la création de filières, la revalorisation de tous ces équipements. Donc un petit clin d'œil pour eux. Et puis après, on travaille beaucoup aussi avec à la fois des entreprises privées qui vont soutenir nos actions parce que favoriser l'égalité des chances, c'est quelque chose qui leur parle, l'impact environnemental aussi. Donc parmi ces entreprises, je peux citer Enedis, qui est un super partenaire. On a également EDF qui travaille beaucoup avec nous. Et ensuite, pour le réseau lié à l'inclusion sociale, qui est quand même extrêmement important, notre boulot, c'est de travailler un peu main dans la main avec toutes les structures d'insertion et les associations locales qui, elles, identifient au quotidien le public, identifient les problématiques liées au numérique et du coup nous disent « Eh oh, coucou WeFound, ici il y a besoin d'ordinateurs, est-ce qu'on peut en distribuer ?» Merci Théo. Tu as évoqué Bordeaux Métropole pour tes partenaires, j'imagine que tu as plein d'autres aussi? Oui, on a un petit peu plus de 1000 clients qui nous font confiance sur ces sujets. C'est vrai qu'on a beaucoup de collectivités parce qu'il y a une conscience du territoire et du citoyen qui est hyper importante. Donc,
savoir précisément où finit le matériel, c'est important pour eux, parce que c'est vrai que si ça finit pas chez nous, ce matériel qui est en fin d'utilisation, on l'a pas forcément évoqué, ça finit souvent dans un gros broyeur chez un acteur de gestion de déchets. Alors je dis pas que c'est pas bien, parce que ça va bien recycler, on va bien recycler la ferraille, le plastique qui en sort, mais on se dit quand même qu'on peut faire autre chose de cet outil qui est quand même potentiellement fonctionnel. Donc nativement, on est proche des collectivités et des territoires. Après, ça ne nous empêche pas de travailler avec des PME et des grosses ETI ou des grands groupes à l'échelle nationale. On vient de signer un contrat avec Seva Santé Animale qui est sur le Libournais et qui a une politique pareil RSE ultra engagée là-dessus, quoi. Merci Julien. Alors j'ai une petite question sur revenir sur les équipements les plus anciens. Est-ce que vous avez une limite? Je dis n'importe quoi. Est-ce à partir de 15 ans d'âge, un équipement il est totalement obsolète, on le met à la poubelle? Enfin, qu'est-ce que vous en faites de ce matériel le plus ancien? Théo, tu peux commencer. Ça, c'est vraiment la question. Il faut comprendre que dans le reconditionnement, il y a forcément une logique de rentabilité. Aller travailler sur les machines les plus anciennes, c'est aussi prendre le risque de devoir acheter plus de pièces. C'est prendre le risque que cette machine, elle dure moins longtemps dans le temps une fois qu'on lui a donné cette dernière vie ou je sais pas. Donc pour répondre très simplement à la question, nous, il nous arrive de faire marcher des machines encore qui ont 20 ans, mais pour ça, on doit rajouter des RAM, changer les disques durs pour mettre sur des SSD, aller travailler sur la batterie. Il y a tout un tas de choses qu'on doit changer. Et il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut prendre en compte, c'est également les logiciels qui vont être mis sur ces machines. Pour moi, c'est primordial d'en parler ici, puisque à partir de septembre 2025, Windows 11 sera obligatoire sur les ordinateurs, ce qui veut dire qu'il y aura des failles de sécurité absolument énormes sur tous les ordinateurs qui seront plus anciens que 2018. Un ordinateur qui est plus vieux que 2018, il a encore pas mal d'années devant lui et il peut fonctionner. Donc, il faut essayer d'envisager un peu des alternatives et il en existe plein pour aller éviter Microsoft, faire perdurer les machines encore un peu plus longtemps. Voilà. Tu fais référence à Linux ou des systèmes d'exploitation différents, quoi. Exactement. Ok. Julien, tu as un point de vue identique, tu veux compléter? Oui, oui, bah, Linux, on travaille sur le sujet nativement, on est des geeks à la base, donc forcément qu'on connaît. On a souvent été heurté à une réalité du terrain qui est que l'utilisateur n'en veut pas. Ce qu'on peut regretter, et même je vous partage une anecdote très personnelle qu'on a eue pendant des années. Sur les personnes en exclusion à qui on donnait des matériels, ils nous disaient, mais attends, en plus tu me donnes même pas la vraie marque du logiciel. Et donc ils percevaient ça comme une deuxième couche d'exclusion. Donc ce qu'on trouvait ça assez terrible parce que nous, ça partait d'un bon sentiment. Donc aujourd'hui, on propose systématiquement les deux, mais la réalité est que 95% des demandes se font sur du Windows, qu'on est en train de travailler sur, mais notamment même les matériels qu'on a vendus depuis 1, 2, 3, 4 ans, sur lesquels on a proposé sur notre site internet une reprise, si souhaité, pour passer sur un Linux, parce qu'on n'a pas d'autre option pour proposer un niveau de sécurité que Windows n'assurera plus. Donc c'est quelque chose que je regrette. Et je fais un clin d'œil à une amie qui est Laetitia Vasseur de Halte à l'obsolescence programmée, qui souvent s'attaque à Apple principalement, mais ça fait partie de ces formes d'obsolescence malgré tout qui ne sont pas matérielles logicielles et qui nous entravent dans nos métiers. Ouais. Alors j'ai une question maintenant qui va concerner les pièces détachées. Vous parlez de réparer, donc il vous faut forcément des pièces détachées. Est-ce que vous êtes dépendant, alors je cite n'importe qui, mais d'Amazon pour aller chercher les pièces qui vous manquent? Est-ce que vous êtes dépendant de commandes en Chine pour aller chercher le matériel qu'il vous faut? Ou est-ce que vous trouvez aujourd'hui les pièces détachées nécessaires au recyclage, au reconditionnement de ces produits? Julien, tu veux commencer? Allez, je commence. À 90%, on est notre propre fournisseur de pièces détachées et de composants. C'est-à-dire qu'on se sert des produits qui sont trop cassés ou trop anciens pour extraire des barrettes mémoire, des blocs d'alimentation, des écrans, enfin tout ce qu'on peut pour réparer le reste. Donc ça c'est chouette. En revanche, il y a dans 10% des cas, soit parce que par exemple c'est un matériel trop récent qui arrive de SAV, c'est rare. Mais imaginons un MacBook Pro de 2020, on n'a pas du tout la dalle d'écran en spare en seconde main. Donc on va devoir acheter quelque chose de neuf. Là on va choisir, on va avoir une démarche sur les fournisseurs de choisir idéalement des locaux, sachant que de toute façon la dalle a été fabriquée en Asie à un moment ou à un autre. Et là où on a des achats en neuf, c'est surtout sur la partie batterie, qui est finalement plus un consommable que vraiment une pièce détachée. Donc difficile en tout cas de se passer des usines, et je ne le développerai pas maintenant, mais c'est quand même un sujet de souveraineté. J'allais te poser la question de la souveraineté juste après. Théo, tu veux compléter?
Ouais, nous on n'est pas à autant, on n'est pas à 90%, mais on essaye autant que faire se peut de récupérer des pièces. Comme on fait pas du démantèlement, c'est vrai que c'est compliqué. Tu l'as bien dit, la batterie c'est vraiment le fer de lance. Sachez que c'est la croix et la bannière pour aujourd'hui arriver à trouver des fournisseurs responsables le plus local possible. Euh, Nous, le plus près qu'on a trouvé, c'est en Allemagne. Et quand on fait du reconditionnement et qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes machines, pour reconditionner une batterie, pour acheter une batterie, on a une multitude de références. Et malheureusement, parfois, on est complètement tributaire d'Amazon. Quand on a, nous, envie de faire bien les choses, c'est hyper déceptif de ne pas avoir le choix. Donc, ouais, il y a un enjeu, je pense, d'essayer de se serrer les coudes entre reconditionneurs et de se dire, bah, quand il y en a un qui a des pièces et qu'il n'en a pas l'utilité tout de suite, on partage aux copains. Ce serait l'idéal. On parlait tout à l'heure, Julien, d'une filière existante depuis longtemps, mais cette filière, elle prend une autre forme, elle prend une autre dimension ces dernières années. Elle se structure de façon plus importante, il y a plus d'acteurs. Est-ce que tu vois ce marché, comment il évolue ton marché? Oui, alors, ça a été la révolution en 2021. Après confinement, où tout le monde avait eu besoin de plein d'ordi, il y a eu un effet Eldorado du reconditionné. On a vu des centaines d'acteurs se créer sur le reconditionné. Bon, ils sont plus là. Parce que c'est pas aussi simple que ça, et surtout que le pic de demande avait été atteint, et après ça a décru et avec beaucoup plus d'offreurs. Malgré tout, il y a un effet changement des usages pardon, et souhait des consommateurs d'acheter plus vert, plus responsable, plus local, et le reconditionné est une réponse. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que c'est un enjeu de filière industrielle. Que ce soit fait à petite, moyenne ou grande échelle, on a un vrai sujet d'industrie parce qu'il y a de l'innovation dans la réparation, parce qu'il y a de la création de valeur, parce qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, nos ateliers à tous, reconditionneurs, ne savent peut-être pas, par exemple, recycler le modèle qui est sorti cette année. Non, il va falloir qu'on crée un process pour ça. Et c'est le cas tous les ans. Donc tous les ans, on se réinvente pour réparer le truc qui vient d'arriver sur le marché. C'est chouette quand c'est éco-conçu, donc bravo Bouygues Télécom, et ça nous facilite quand même bien la vie. Et une fois que j'ai dit ça, il y a aussi un sujet qui est majeur, et Marine l'a abordé tout à l'heure, tu l'as abordé, c'est la question de ça c'est reconditionné, je te le garantis à toi client. Et oui, sauf qu'aujourd'hui, on est plusieurs acteurs à mettre derrière ça un process industriel, enfin en tout cas un process qualité normé, avec des règles, avec des logiciels certifiés, avec plein de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas réglementé ce truc-là. Donc c'est-à-dire que dans certaines discussions, quand moi je fais des études nationales avec Le Bon Coin, par exemple, pour ne pas les nommer, ou d'autres acteurs, ils disent « mais nous, on est acteurs du reconditionnement ». Pas sûr. C'est de l'occasion. Mais c'est pas grave, c'est vachement bien l'occasion. C'est simplement qu'on ne raconte pas la même histoire aux clients. Et comme c'est hyper important d'avoir un message clair pour le consommateur final, mais on attend, nous, il y a un référentiel qualité qui devrait arriver sur 2025, qui, à ma connaissance, est dans les mains de la DGE et de l'ADEME. Et donc, on attend ça pour qu'on puisse faire reconnaître les usines françaises, alors petites, moyennes, toute taille, hein, mais les usines françaises qui font du vrai reconditionné français. Merci Julien. Théo, on vient de parler de contexte réglementaire. Il y a quand même un contexte réglementaire qui vous encadre, on est d'accord? On a évoqué la CSRD tout à l'heure. Allons-y clairement, on sent qu'elle est en danger cette CSRD. Ouais, ça sent pas bon, hein. Je sais même pas. Je saurais pas trop quoi en dire en fait. Je pense que tout le monde a suivi un peu l'actualité. Elle a pris plus que du plomb dans l'aile. Euh, pour structure associative comme nous, c'est clairement compliqué parce que ça aurait permis à plein d'interlocuteurs de vraiment s'engager, de passer à l'action. Là, c'est reporté, voire annulé. À part que je suis déçu, je sais pas quoi dire. Non mais c'est une info intéressante à partager. C'est une info d'actualité malheureuse, mais c'est maintenant. Julien, tu parlais de souveraineté. Tu peux développer un petit peu ça? Mais à plein d'endroits. Notre métier, de toute façon, d'une manière, se bat pour la souveraineté. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de métaux stratégiques. Bon, si on n'a pas les métaux stratégiques pour fabriquer, l'histoire s'arrête très vite pour créer des produits électroniques. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe sur la scène internationale, effectivement, on peut être naturellement inquiet sur le fait que demain, et on l'a connu il y a quelques années sur la crise des composants, est-ce qu'on aura les composants des usines plutôt asiatiques, ou est-ce qu'on aura en tout cas les minerais qui nous permettraient de monter des usines en Europe?
on peut se poser raisonnablement la question. Donc il y a un sujet déjà sur la question générale d'accès aux ressources qui est difficile. Après, si je reviens à notre thématique de l'allongement du cycle de vie, c'est une façon finalement de consolider cette souveraineté nationale et européenne parce qu'on arrive un petit peu à se soustraire en tout cas à l'obligation d'avoir le dernier produit et à essayer de poursuivre nos usages pour être protégés si pendant 1 an, 2 ans, mais les temps sont difficiles pour fabriquer du neuf. Donc on a toujours besoin du neuf pour tirer l'innovation, évidemment, mais il faut qu'on trouve d'autres manières de consommer et ou de construire. Encore une fois, le rôle du client consommateur est primordial dans cette histoire. On a un vrai pouvoir de décision, ce qu'on disait ce matin sur un autre atelier, en tant que consommateur. On a un vrai choix à faire pour améliorer certaines filières plutôt que d'autres. Je peux ajouter quelque chose. Question de souveraineté. On en a parlé un peu en off. On a parlé, sans vouloir faire vraiment de la politique, mais du contexte géopolitique, avec notamment ce qui se passe avec les États-Unis, les conflits et les tensions qui existent. C'est vrai sur les minerais, pardon. Mais c'est aussi vrai sur les logiciels. Donc je reviens sur mon histoire de Linux. En fait, ça existe, l'espionnage industriel, ça existe, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est extrêmement énergivore. Donc quand on travaille sur Windows, on est extrêmement dépendant de ce qui se fait aux États-Unis. Possiblement, on doit aussi, pour une histoire de souveraineté, s'orienter sur un Linux qui est complètement libre, et donc on sait que les données, elles fuitent pas, quoi. Donc il y a aussi cet enjeu-là sur la partie logicielle. Merci Théo, merci à tous les trois. Est-ce que on pose une question, ça vous va? Est-ce que quelqu'un a une question dans l'assistance sur cette thématique-là? Ou est-ce que tout a été super clair? Je crois que vous êtes bon. Hein. C'est bon? Merci à tous. Merci d'avoir participé à cet atelier. On enchaîne dans quelques instants avec un autre atelier sur les achats responsables, tout aussi intéressant. Merci encore.